Donc maintenant, on va commencer notre première table ronde de la matinée, qui s'intitule « Architecturer autrement les représentations ». Je vais donner la parole à Léopold Lambert, qui est le rédacteur en chef de la revue The Funambulist, un magazine anglophone bimestriel dédié aux politiques des espaces et des corps. Il est donc architecte de formation et il est l'auteur de 3 livres sur la violence politique de l'architecture, principalement en Palestine. Son prochain livre consistera en histoire spatiale des états d'urgence français. Son intervention porte le titre de « Penser produire une architecture décoloniale » et je lui laisse la parole. Allons-y, mais avant toute chose, je suis désolé, mais je vais quand même devoir un tout petit peu parler de la manière dont j'approche l'architecture pour que ça fasse plus de sens au moment de parler des alternatives à proprement parler, mais je vous promets, ça ne va pas être très long. Alors, je conçois l'architecture personnellement et en l'ayant pratiqué moi-même comme un instrument absolument non neutre, c'est-à-dire il y a pas mal de lectures de l'architecture qui la conçoit comme une discipline neutre et qui peut aller dans un sens ou dans un autre politiquement ou à beaucoup de points de vue. Personnellement, je ne peux que constater qu'il suffit de tracer une ligne sur une carte et la matérialiser celle-ci en mur pour que finalement les paradigmes de plus grande violence architecturale s'incarnent. Et donc je me rends compte de la facilité finalement qu'il y a à utiliser l'architecture pour des programmes politiques de domination des corps et d'organisation des corps dans l'espace. C'est mon définition de l'architecture, la discipline qui organise les corps dans l'espace. Et donc je me dis que c'est une discipline qui a une certaine violence en soi, et que cette violence, il s'agit de la dompter et de nous en servir, peut-être de la réduire, mais en tout cas de nous en servir au sein de nos propres manifestes politiques. Mais donc un petit peu pour regarder les exemples auxquels je m'intéresse, je pense par exemple que je pense par exemple la manière dont l'architecture et le design j'ai une définition très large de l'architecture, de ce qui est architecture, donc les navires du commerce triangulaire qui ont déplacé les 12 millions de corps d'un continent à l'autre dans un but d'une entreprise mortifère esclavagiste, n'aurait pas pu être possible sans justement la participation active du design. Et une fois encore, c'est plutôt de la part des designers et des architectes, c'est plutôt simple en fait. Contenir les corps comme de la marchandise, c'est quelque chose de très simple à faire. Et du coup, on peut se rendre compte à quel point l'architecture n'a pas besoin de beaucoup d'efforts pour incarner une violence absolument extrême. De même, donc c'est déjà évidemment l'esclavage est au cœur même de l'entreprise coloniale, mais regardant également d'autres situations géographiques et temporelles, je regarde l'architecture coloniale à la fois dans sa construction, la construction normalisée d'une architecture coloniale, comme on peut le voir à Casablanca par exemple, mais également l'architecture contre-révolutionnaire, contre les mouvements décoloniaux, tels qu'on a pu le voir au moment de la révolution algérienne, par exemple dans les Aurès en Algérie, avec des villages entiers vidés par l'armée française et relogés dans des camps de regroupement. Je regarde aussi la manière dont la ville a des impacts énormes sur la manière dont la politique s'y produit. Et donc, je ne pouvais pas, un 19 octobre, ne pas montrer la manière dont, par exemple, l'architecture et l'urbanisme plus grandement a contribué à cadrer le massacre du 17 octobre 1961. Donc c'est un exercice, c'est une reconstitution cartographique, ce que j'appelle chronocartographique que j'ai faite
par rapport à ça, et donc qui montre à la fois la multiplicité des géographies, des temporalités qui sont mobilisées au sein de ce massacre, au contraire du récit qu'on en fait généralement, qui est assez ponctuel et localisé. Et puis donc le continuum colonial étant ce qu'il est, je regarde tel qu'il s'exerce aujourd'hui, notamment dans les banlieues parisiennes, et donc par exemple par l'architecture militarisée des commissariats de police dans diverses municipalités de banlieues nord, nord-est et sud de Paris. Bon voilà, enfin ça c'est pour vous donner un petit peu et puis dans la gestion des manifestations, là par exemple la manifestation pour Théo Lukoka, qui avait cet espace incroyablement présent des policiers qui étaient au-dessus de nous sur ce pont à Bobigny et qui nous tiraient des gaz lacrymogènes d'en haut. Donc on peut se rendre compte à quel point l'espace est très loin d'être innocent dans toutes ces situations-là. Mais donc qu'est-ce qu'on en fait en tant qu'architecte ou personne qui s'intéresse à l'architecture pour aller contre cette instrumentalisation très facile, encore une fois, d'une discipline violente au sein des différentes incarnations coloniales. Eh bien, j'ai essayé de penser ça en trois petites parties. La première, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, et certains exemples, vous les avez peut-être déjà rencontrés. C'est le fait de penser l'architecture non plus comme une discipline, mais comme une expertise, comme une manière de percevoir la société, en étant formé à être architecte ou en s'intéressant à ces questions-là, on en vient à acquérir. Donc il y a plusieurs exemples. Le plus connu, c'est ce que fait le collectif Forensic Architecture que Eyal Weizman avait formé il y a quelques années, et qui génère de plus en plus d'enquêtes très poussées, de situations précises où le fait colonial ou le fait impérial est finalement mise en lumière par ces expertises architecturales qui sont capables de reconstituer un crime tel que les attaques de drones, là, en l'occurrence au Pakistan. Mais sur beaucoup d'autres exemples, j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous s'y sont déjà intéressés. Mais c'est aussi quelque chose que je vois chez d'autres amis et collègues, notamment dans l'étude et la documentation et le fait de rendre visibles les centres de détention de personnes migrantes, et la cruauté absolue de telles architectures dans leur effort pour contenir des corps entre six surfaces. Donc c'est le cas de Ting Chak, principalement au Canada, mais c'est quelque chose qu'elle a aussi fait dans d'autres contextes. C'est aussi le cas d'une autre amie qui s'appelle Merve Bedir, qui regarde ça particulièrement en Turquie, et donc qui reconstitue. Donc c'est une expertise à la fois technique, presque logicielle si je devrais dire, et une expertise un peu d'interprétation spatiale du monde. Donc voilà. Donc c'est une première façon. C'est une première famille de pensée décoloniale de l'architecture, je pense. Mais peut-être que c'est une façon un petit peu qui se dérobe à ce qu'est l'architecture en tant que discipline, liée à la conception. Et donc voilà la partie un petit peu difficile, qui est de produire une architecture décoloniale. Alors ce qui est particulièrement compliqué quand on pense effectivement que l'architecture est toujours violente en soi. Alors j'ai distingué, j'ai pris l'exemple, alors là pour le coup c'est que des exemples en
en Palestine. Notamment, il y a un groupe d'architectes dont vous êtes peut-être familière, qui s'appelle littéralement Decolonizing Architecture, qui organise des résidences tous les étés. Et qui là, par exemple, s'était intéressé à l'idée de réappropriation palestinienne des colonies israéliennes en Cisjordanie, une fois que celles-ci auraient été vidées, ce qui implique un scénario politique qui est de type spéculatif, qui n'est pas nécessairement celui dans lequel je me situe personnellement, mais le travail qu'ils ont fait était vraiment un des premiers de ce type. Et donc pour me mouiller un tout petit peu moi-même, parce que c'est un peu facile de parler de tout ça sans finalement proposer justement les alternatives dont on parle. Alors je ne sais pas si c'est tant que ça une alternative, mais je vais vous montrer deux petits projets que j'ai faits. Je vais essayer de les présenter rapidement. Le premier étant aussi un petit peu âgé maintenant, et du coup j'y vois beaucoup de problèmes, mais donc il y a 7 ans, j'ai essayé de penser justement de quelle manière de quelle manière l'architecture telle que je la souhaitais, politiquement impliquée, ne devait pas se voiler la face sur la violence qu'elle incarnait de manière intrinsèque. Et je suis désolé de ne pas avoir le temps vraiment de développer plus cet argument, il faut un peu le prendre comme un axiome ici. Mais plutôt et ne se penser vraiment jamais comme solution, parce que l'architecture comme solution, je pense que c'est vraiment le début de tout projet qui finalement incarne au mieux une continuation du statu quo, au pire une détérioration. Et donc j'avais pensé à un projet qui ne se pensait absolument pas comme une solution, mais qui se pensait comme une arme politique. En fait, c'était au sein du premier petit bouquin que j'ai écrit, qui s'appelle Weaponized Architecture. Ça marche mieux en anglais qu'en français. Mais voilà, donc c'était un projet palestinien qui était construit au sein de la zone C de la Cisjordanie, qui est donc 63% de la Cisjordanie, qui est sous contrôle absolu de l'armée israélienne, et au sein de laquelle les Palestiniens ne peuvent absolument rien construire. Et donc c'était une architecture qui dans sa propre physicalité incarnait la désobéissance coloniale, la désobéissance décoloniale en l'occurrence, à laquelle elle aspirait. Donc finalement une architecture dissimulée qui opérait qui opérait dans sa solidité sous un faux semblant d'architecture temporaire. Enfin bref, je vais pas prendre trop de temps là-dessus, mais ce qu'elle permettait aussi, c'est le fait de ne pas perdre finalement, c'est-à-dire dans le sens où finalement, le poteau rose étant possiblement découvert, l'armée israélienne serait intervenue, aurait détruit ce projet. Mais finalement, l'architecture elle-même était faite de telle sorte qu'elle ne pouvait pas être annihilée complètement et laisser une ruine dans le paysage, ce qui, dans le contexte palestinien, est très très loin d'être innocent. Puisque les villages palestiniens d'avant 1948 qui ont été vidés et expulsés et puis détruits et ensuite ont vu leurs ruines elles-mêmes détruites dans les années 50 et 60 n'ont pas pu laisser de la trace que la présence passée de ces villages aurait dû laisser, et du coup le fait de penser à une architecture qui puisse en elle-même devenir une ruine, c'était un petit peu le projet paradoxal, parce que c'est pas à ça qu'on pense d'habitude en architecture, qui résidait dans ce projet. Voilà. Plus du point de vue des alternatives, pour vraiment essayer encore une fois de jouer le jeu au maximum. Plus récemment, j'ai essayé de créer on m'a demandé de créer un projet dans le cadre des futurs de la Palestine, et pour une fois, j'avais un peu envie de jouer le jeu
beaucoup moins de l'optimisme que du constructivisme, on va dire. Et donc j'ai fait une carte de la Palestine bilingue, hébreu-arabe, de langue que je ne parle pas du tout moi-même, donc vous voyez les autocontradictions aussi. Mais qui pensait à une Palestine post-apartheid, et donc qui prévoyait un certain nombre de nouveaux lieux, de nouveaux espaces qui puissent rendre compte un petit peu de ce futur et finalement ouvrir des imaginaires, étant influencés peut-être par ce que par exemple l'afrofuturisme a pu faire dans la reconquête de son propre imaginaire des futurs. Donc j'ai une version anglaise peut-être pour montrer un petit peu. Alors la raison pour laquelle vous voyez ces documents qui sont pas enfin à part pour les zooms, mais qui sont pas dans le premier degré premier degré de la représentation, on voit des mains et tout ça, c'est le fait aussi que ça représentait un futur avec une très forte existence étatique, ce que je ne pense pas nécessairement être la bonne vision. Donc il s'agissait vraiment de créer un degré supplémentaire de distance par rapport à ces documents. Et d'ailleurs le titre du projet s'appelait, alors je sais pas en français, ce serait objet trouvé d'un futur de la Palestine post-apartheid ou quelque chose comme ça. Et donc de penser à des lieux à la fois de mémorialisation du passé, mais donc du présent aujourd'hui, c'est-à-dire comme un musée de l'apartheid, penser à la reconstruction politique d'un tel territoire, et donc de penser par exemple aux colonies israéliennes comme des villages de retour pour les 5 millions de réfugiés palestiniens qui attendent encore de pouvoir revenir sur leur terre, mais aussi des nouvelles infrastructures telles que l'université bédouine du Negev. Donc voilà, donc ouvrir des imaginaires, c'était un petit peu la manière, penser l'architecture comme étant nécessaire, comme étant une architecture également de papier, mais qui soit capable d'ouvrir des choses là où justement elles sont d'habitude fermées. C'était un petit peu la méthode que je voulais appliquer ici. Je vais finir avec ma dernière partie, très vite, parce que finalement, je pense que les véritables architectures décoloniales, elles ne sont pas faites par des architectes, et elles sont faites de manière beaucoup plus immanente que ça. Et donc c'est quelque chose que je trouve à la fois, justement, je vous montrais, j'ai fait exprès de vous montrer Casablanca tel que vu par l'occupant colonial du haut, entre guillemets, et là maintenant c'est la réappropriation donc de ce quartier de Hey Mouhamadi à Casablanca qui était vraiment au cœur des luttes décoloniales dans les années 50. Et donc on peut voir un petit peu ce qui est fait de l'architecture moderniste de l'autorité coloniale. De même des cités ouvrières à Casablanca, toujours à Hey Mouhamadi, qui dans leur typologie même finalement implique une défense possible architecturale vis-à-vis d'une situation politique qui l'exigerait. Les camps de réfugiés palestiniens sont évidemment d'autres exemples à donner, et puis dans leur architecture toujours en équilibre entre quelque chose de solide, parce que ça fait 60 ans qu'on y habite, mais également toujours en train de se faire, et toujours dans une terminologie architecturale de l'ordre de la temporalité, parce que finalement on ne veut jamais cristalliser le statut de réfugié. Dans la ville autoconstruite de Calais, telle qu'elle a été faite et telle qu'elle a dû résister
chaque jour à la violence policière qui l'entourait et aux différentes incarnations de l'ordre policier et de l'état d'urgence tels qu'ils existent. Et puis je vous laisse avec Standing Rock et la ville qu'elle a su créer dans la réserve autochtone de Standing Rock contre le pipeline du Dakota du Nord, comme étant également l'idée d'une urbanité construite pour la lutte elle-même décoloniale. Donc voilà, je vous remercie.